Alors, le point de départ de toutes mes réflexions provenait au fond de remarques assez simples. C'est-à-dire que, on est dans il y a énormément de livres, hein, qui sont écrits sur cette question. Il y a tout un véritable bouillonnement intellectuel, hein. Il y a une édition, extrêmement, riche et en fait, il y avait à la fois une omission, et en même temps, des textes qui n'étaient pas, pris en compte. Ce qui m'a frappé, c'est ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on cherche aujourd'hui, on se tourne du côté des cultures, différentes, donc il y a toute une écologie des autres. C'est un livre de Philippe Descola, mais comme souvent d'ailleurs en anthropologie, trop souvent à mon goût, la grande culture arabe était délaissée. Bon et autre paradoxe et deuxième remarque, c'est que, il existait des textes qui m'ont, vraiment, étonné, hein, parce qu'ils abordaient, des textes du XIIe siècle, par exemple, comme celui du Ben Tufayl, qui abordait cette question écologique à peu près, 1000 ans, avant notre époque. Donc pour toutes ces questions-là, j'ai eu envie, de regarder de plus près. Et il faut d'abord comprendre que la crise écologique n'est pas seulement une crise écologique, hein, c'est une crise du sens, c'est une crise philosophique, hein. Donc cette crise, du sens, cette crise philosophique, on peut le montrer de façon très, très simple, hein. Nous sommes pris dans toutes sortes il y a toutes nous sommes pris dans toutes sortes de contradictions, hein. En fait, je crois que nous sommes dans un événement que finalement que nous n'arrivons pas à comprendre et au fond cet événement que nous n'arrivons pas encore à comprendre, qui est passé, présent et futur, eh bien, se caractérise comme toute forme du mal, par une effraction du non-sens. Et donc, ce non-sens, on le voit très bien, en ce sens que, tous les moyens, aujourd'hui que nous avons pour organiser la vie individuellement et collectivement, de manière mondialisée, eh bien, c'est en même temps et inséparablement, une forme de mise à mort, hein. Notre société est thanatocène, si l'on peut dire, hein. Donc du coup, cette contradiction, nous la vivons et chacun s'y confronte à sa manière, je crois. Donc on voit bien que c'est bien plus profond, profondément une crise de l'existence, hein. C'est-à-dire que l'horizon de nos possibles, en fait a changé. Alors je dirais de 2 façons pour être très 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 simple et pour montrer les points, une sorte de convergence qu'il peut y avoir avec, la pensée arabe. La première chose, c'est qu'au fond, notre rapport à l'espace, la spatialité de l'existence humaine est en train de se modifier. Heu, nous vivons, c'est Bruno Latour qui le remarque dans, Où suis-je? Son avant-dernier livre, bien nous vivons dans un espace extrêmement limité, hein. Nous vivons sur quelques kilomètres de bas en haut, hein, des racines, non fracturées, des raches non fracturées, des roches-mères non fracturées par les racines, jusqu'à l'atmosphère terrestre qui s'arrête. Finalement, c'est l'espace du vivant. Et tout cela nous montre que nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'espace, c'est limité, il y a les 9 limites planétaires et donc notre situation est celle d'une vulnérabilité. Pas seulement d'une vulnérabilité aussi, celle d'une situation où nous sommes constamment en exil. Le chez-soi est devenu un exil, hein. C'est ce qu'un philosophe, australien qui s'appelle Glenn Albrecht remarque en inventant ce concept qui est celui de la solastalgie. Voilà. Donc, constamment, si vous voulez, nous vivons, où que nous allions, dans les pays arabes ou ailleurs, nous le vivons avec le sentiment de la dernière fois, hein. C'est plus le sentiment de la première fois ou de l'inconnu, c'est le sentiment de la dernière fois. Donc vous voyez comment les possibilités d'existence ou la situation, de l'existence humaine est en train, de se modifier. La deuxième chose et c'est ça qui m'avait, vraiment, au fond, comment dirais-je? Séduit, enfin intéressé, interrogé, c'est que, notre rapport au temps est aussi fondamentalement en train de changer, hein. Il y a tout un débat sur les termes, qui pourraient définir notre époque, donc l'idée de l'anthropocène qui succède à l'holocène, hein, ça signifie, bon, au départ, ça signifie que nous avons changé d'ère géologique. Là, il faut lui donner une toute autre extension, hein. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas seulement une ère géologique, c'est bien plutôt un changement existentiel. C'est-à-dire qu'au fond, nous ne retrouverons plus ce passé, hein, que nous avons détruit, hein. L'Holocène, désormais, est irréversiblement perdu. Donc ça implique une situation existentielle, temporelle, historique différente qui nous amène à revisiter notre passé. C'est que j'ai une formule pour ça, c'est de dire au fond: «Notre passé est devant notre futur, c'est notre passé. Notre passé est devant nous», c'est-à-dire c'est ce dont nous devons nous éloigner le moins possible.
À partir de là, voilà, cette idée-là il y a un livre qui s'appelle, qui renvoie à l'animisme amérindien, un livre d'Eton Krenak qui s'appelle «Idées pour retarder la fin du monde». Bien, cette manière de différer le mal, de différer, la fin du monde, de différer la violence, c'est une idée qu'on trouve, dans toutes sortes d'écrits, hein, des écrits comme de l'Adab, hein, que ce soit les contes de la mille et une nuits où Scheherazade, chaque nuit diffère la mort, la violence, la tyrannie. C'est une idée qu'on trouve chez Ibn el-Mukaffa. Ibn el-Mukaffa, dans le Kitab Qadia wa Dimna, va nous offrir une fable qui est celle de la fable de l'homme dans le puits, hein. Lui aussi, on le voit bien, il va être, enfin, cet homme dans le puits, il est menacé, hein, de tomber tout au fond du puits, donc il doit, grâce à l'adab, grâce à la littérature, différer la violence, bon, et c'est-à-dire repousser indéfiniment le mal qui vient. Donc, cette idée, j'avais envie donc de la confronter à notre situation, et on trouve ici ben, une richesse de pensée pour nous confronter à notre présent. Alors, oui, il y a le livre d'Ibn Tufayl, donc c'est un livre décrit, la falsafa, c'est donc la philosophie gréco-arabe, hein, qui commence avec Al-Farabi, avec, Ibn Sina, Ibn Rushd, Averroès, Avicenne, et cetera. Bon, et donc on trouve dans la falsafa toute une pensée aristotélicienne, qui semble d'une certaine façon, heu révolue, enfin, en tout cas, c'est une pensée qui ne semble pas pouvoir renouveler notre interrogation sur la nature, mais il y a un texte qui fait exception. C'est le texte d'Ibn Tufayl, qui est une allégorie, hein, Kitab Hayy ibn Yaqzan, où on trouve, dans cette allégorie, un homme parfait, un philosophe, hein, qui par le seul effort de sa propre réflexion, va, actualiser toutes les perfections, dont un homme est capable, hein. Donc ce perfectionnement est d'abord intellectuel et puis ensuite on aura un perfectionnement du cœur. Cette allégorie en fait, donc en plein XIIe siècle, va nous montrer, donc un enfant qui arrive sur une île et qui par cycle de 7 ans va, se perfectionner lui-même tout seul dans un rapport avec la nature. Alors, quand il arrive à 42 ans, entre 42 et 49 ans, on va avoir tout un passage, qui m'a toujours, séduit, enfin, et qui me paraissait, incroyablement en avance, où cet homme parfait va prendre soin de la nature, hein. Il va essayer justement, il va s'interroger, hein, sur sa manière de se nourrir, sa manière de se rapporter au vivant, et son interrogation commence, par un dilemme, hein. Au fond, donc comment, il essaye d'imiter, heu, les astres, bon bref, il essaye de se comporter de la meilleure manière et il se dit que, il doit essayer de prendre soin du vivant, de ne pas lui faire violence, et en même temps, en allant jusqu'au bout de cette idée, eh bien, il, renoncerait, hein, à se nourrir, à manger, et donc il porterait atteinte à sa propre perfection, hein. Donc, et inversement, s'il prend soin de lui-même, hein, et donc s'il préserve sa propre perfection, il est obligé, hein, de faire violence et d'utiliser au fond les êtres vivants que sont autour de lui. Voilà. Donc ce dilemme, il va le résoudre. Donc il propose une véritable éthique environnementale en plein XIIe siècle. Et donc de la façon suivante, c'est-à-dire évidemment, il va adopter ce vers quoi nous allons tous aujourd'hui, c'est-à-dire vers une éthique de la sobriété. Bon. Il faut donc consommer le moins possible, détruire le moins possible d'êtres vivants autour de nous. Alors, sa solution va être, graduelle en quelque sorte, hein, et donc il va se dire finalement: «Je vais essayer de manger, simplement des végétaux, sans en détruire un seul, hein, en mangeant simplement des fruits parvenus à maturité, en préservant, les graines, en ne les dispersant pas sur un sol infécond et non fertile». Et donc, 2e solution, s'il ne peut pas faire autrement, il va, se nourrir d'un végétal, mais en prenant soin de ne jamais détruire une espèce. S'il ne peut pas, il pourra se nourrir d'un animal tout en préservant une espèce, voilà. Et donc on trouve cette préoccupation-là, et par la suite, il ira encore plus loin puisqu'il va essayer aussi de, heu, porter secours, soit aux végétaux, soit aux animaux blessés. Aux végétaux, qui seraient dans l'ombre et qui ne seraient pas assez éclairés, et on le voit ainsi activement parachever la nature et intervenir auprès du vivant. Alors cette interrogation et les solutions proposées par Ibn Tufayl n'étaient pas, sans écho par rapport à toutes différentes éthiques environnementales que l'on trouve aujourd'hui.
une des grandes dichotomies que l'on trouve dans la pensée environnementale américaine depuis Muir et Pinchot, hein. Muir était après, après Thoreau, après, voilà, c'était quelqu'un qui vivait, qui a vécu dans la nature sauvage et qui était du côté d'une préservation de la nature. Pinchot, c'était quelqu'un qui était du côté de l'exploitation forestière, qui était attentif à ne pas la détruire, mais qui était du côté d'une exploitation raisonnable. Donc, vous voyez, donc d'un côté préserver, de l'autre côté conserver, hein. On le retrouve encore aujourd'hui, puisqu'il y a des néo-préservationnistes et des néo-conservatistes aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui reste présent. Et au fond, on en trouve déjà les germes dans l'interrogation d'Ibn Tufayl, puisque d'un côté, il s'agit, par cette éthique de la sobriété, de préserver le plus possible la nature et de l'autre, hein, de bien la gérer, d'intervenir activement pour, au fond, la conserver, hein. Cette éthique environnementale me rentrait aussi, en connivence, enfin, était convergente ou faisait écho à une fiction, celle de Routledge, qui est un philosophe australien, le premier mari, enfin le mari de Val Plumwood, hein, l'écoféministe très importante australienne. Et donc Routledge nous proposait en 1973 cette fiction, celle du dernier homme, donc l'opposé de l'homme parfait, hein. Ce dernier homme, en fait, il détruit tout, donc il n'y a plus de génération future, hein, l'humanité a disparu et il détruit gratuitement, au fond, le vivant qui reste. Bon, et on sent bien que cet homme commet une violence inacceptable et qu'il y a là un mal que tout le monde réprouve, dit Routledge. Et pourtant, ce mal que tout le monde réprouve n'est pas condamné, ne peut pas être condamné par les éthiques existantes, hein. Les éthiques, ce qu'il appelle les éthiques libérales, c'est-à-dire que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et tout ce qui ne me nuit pas à moi-même. Eh bien, les éthiques libérales, hein, le droit, qui sous-tend le droit, qui sous-tend les morales diverses et variées, cette éthique libérale ne permet pas de condamner l'agissement du dernier homme. Bon. Alors, on voit dans l'éthique de Van Tufail qu'au fond, ben, là, il y a une forme de réponse et que, hein, ce que voulait faire Routledge, c'est penser, une valeur intrinsèque du vivant, hein, où le vivant ne se réduit pas à sa valeur instrumentale, ce qu'il y a dans l'éthique libérale. Bon, bien, on trouve que, chez Ibn Tufayl, le vivant a aussi une valeur intrinsèque, pour des raisons qui sont très différentes d'ailleurs de celles de la philosophie américaine. Mais voilà, il y a là une forme de réponse à cette interrogation éthique, de la philosophie contemporaine. Alors, l'idée d'un modèle écologique, provient d'un livre de John Burt Callicott, qui est un disciple d'Aldo Leopold, hein. Aldo Leopold, c'est le grand penseur de l'environnement, l'almanach d'un côté des sables. Et donc dans un livre qui s'appelle «Pensée de la Terre», il se livre au fond à une espèce d'investigation, extrêmement large, hein, de toutes les formes de religiosité, qui existent sur la planète, enfin, tant que faire se peut. Donc ça va de l'animisme à l'hindouisme, au bouddhisme, au monothéisme, et il essaye de voir en quoi, ces religions peuvent, apporter une réponse, heu, à la crise écologique. Du coup, ben, il proposait 3 modèles, hein, et moi il m'a semblé qu'au fond, il manquait quelque chose, il manquait en tout cas quelque chose et qu'on pouvait en rajouter un autre, hein, c'est-à-dire, le alors et donc Calicot proposait 3 modèles. Le modèle d'abord, il trouve dans le monothéisme 3 modèles. Le modèle du despotisme, hein, c'est-à-dire au fond que, c'est l'une des raisons pour lesquelles, au nom de l'écologie, la religion a souvent été critiquée. C'est-à-dire que l'homme, Dieu a confié à l'homme, le pouvoir de faire ce qu'il veut sur terre et de faire le mal, y compris aux vivants, pour son propre bien. Donc, là, on trouverait évidemment une anti-écologie dont le monothéisme et les 3 monothéismes sont porteurs. À côté de cela, il existe aussi un modèle, de lieutenance, hein. Le mot khalifa se trouve évidemment dans le Coran, donc plus qu'aucun autre, on pourrait trouver aussi ce modèle de lieutenance dans l'islam. Eh bien, ce modèle de lieutenance signifie au contraire que, l'homme Dieu a confié à l'homme le soin et le droit, le pouvoir de
prendre soin de ce qui vit, hein. Donc il y aurait à ce titre une éthique écologique au cœur même du monothéisme, c'est le modèle de la lieutenance. Hein. Il y a enfin, alors ces 2 modèles, on peut les trouver dans la pensée arabo-musulmane, hein. Donc il y a un épître, le 22e épître, hein, des Irwan as-Safa, hein, des frères de la pureté qui, pendant 300 pages, se confrontent à cette discussion, confrontent en tout cas ces 2 modèles, hein, en essayant de donner différentes interprétations de certains versets coraniques, hein, dont le verset, hein, selon lequel Sakhara ash-shams wal-qamar, hein, il a assujetti, donc le soleil et la lune et donc dans une allégorie au fond, des hommes arrivent sur une île où les animaux vivaient en paix, hein, et sans aucune violence, hein. Ils se trouvent tout d'un coup dominés par les êtres humains. Les animaux vont, faire une requête auprès des djinns et les animaux soutiennent ce modèle donc de lieutenance et les hommes soutiennent un modèle despotique. Bon, donc voilà, on trouve cette discussion, on la trouve déjà au cœur des on peut la trouver, enfin en tout cas ces modèles, on peut la trouver au cœur de la pensée arabo-musulmane. Il existe un troisième modèle, à mon avis, on pourrait aussi, y trouver, une sorte d'accointance avec, certaines interprétations du Coran, un modèle que Callicott appelle le modèle citoyen, c'est-à-dire un modèle selon lequel, chez Aldo Léopold, l'homme est un concitoyen de la communauté biotique à l'égal des autres êtres vivants et donc, dans le monothéisme, on peut trouver une chose similaire avec la situation adamique avant la chute, hein, où Adam fait partie du jardin de la création. Bon. Alors, il m'a semblé que dans la pensée arabo-musulmane, on peut trouver quelque chose de tout autre qui n'avait pas été assez approfondi par Callicott. Et j'appelle ça le modèle de l'hospitalité. Il me semble que toute la culture arabo-musulmane abrite une forme de vérité, que l'hospitalité, avec toutes sortes de modulations, serait comme la forme symbolique, pour parler comme Panofsky, serait comme la forme symbolique, hein, de la culture arabo-musulmane. Alors ça, on peut l'illustrer facilement avec un immense savant, hein, qui s'appelle Louis Massignon. Louis Massignon est un spécialiste du tasawwuf, hein, c'est-à-dire du soufisme musulman, et en particulier de Hallaj. Et il va essayer de penser ce qu'il appelle l'hospitalité inconditionnelle. L'hospitalité inconditionnelle, hein, c'est ceci que dans le monothéisme, dans les trois monothéismes, hein, c'est une tradition abrahamique, mais il la trouve plus particulièrement dans le soufisme, eh bien, Dieu, c'est celui qui accueille l'homme et l'homme est celui qui accueille Dieu. Et dans le soufisme, ça passe par une expérience que Massignon appelle l'expérience de la visitation de l'étranger, où dans une sorte de mort mystique, d'anéantissement de soi, eh bien, l'homme fait l'expérience de cette hospitalité inconditionnelle. Alors, ce qui m'a toujours, ce que j'ai trouvé extrêmement profond chez Massignon et dans le soufisme, c'est que cette expérience de la tradition abrahamique, cette expérience de l'hospitalité inconditionnelle, peut avoir différentes traductions. Hein. La première traduction, elle est éthique et c'est la plus belle pensée de l'enfance que j'ai jamais lue, hein. C'est-à-dire que, il faut considérer l'enfant non pas comme mon enfant, mais comme cet hôte, comme cet étranger qui vient au monde et dont je dois prendre soin. Et cette traduction éthique me semble applicable bien au-delà de la parentalité, hein. C'est une forme de justesse dans le rapport éthique à autrui. Et donc voilà, ça peut être une traduction possible de l'hospitalité inconditionnelle dans le soufisme. L'autre traduction, ce serait une traduction politique avec une condamnation de toute forme de domination, de colonisation, hein. Donc, et Massignon, dans sa vie, n'a jamais, pour le coup, trahi cette parole donnée, c'est-à-dire qu'il a toujours pris soin du réfugié, du miséreux, du délaissé, hein. Donc on a une traduction politique et éthique de l'hospitalité chrétienne. Il y a aussi une traduction esthétique avec des vers poétiques extraordinaires, par exemple chez Rumi, hein, immense soufi. Donc on a toute une expérience musicale, poétique. Bon. Alors ce qui m'intéressait, c'est de pousser toute cette richesse de l'hospitalité chrétienne du côté de l'écologie. Et c'est au fond ce qu'on trouve chez Ibn Toufel, parce que c'est un moment qui correspond au fond à une expérience très proche du soufisme, en tout cas. Et donc, au fond, l'idée serait que l'hospitalité, serait une manière aussi, hein, de prendre soin du vivant. Accorder l'hospitalité aux vivants non humains, hein. Et voilà, on aurait un modèle écologique proprement arabo-musulman ici, en tout cas au cœur de la pensée arabo-musulmane, qui permet, de prendre soin de ce qui vit.
Alors, quand on est habitué en Europe, en Occident, à penser l'État à partir de la tradition grecque, hein, celle d'Aristote, celle de Platon et puis la rupture moderne, Machiavel et autres, bon. Et donc, dans la culture arabo-musulmane, effectivement, les falasifas ont pensé évidemment à partir de Platon. Ils n'avaient pas la politique d'Aristote, mais ils avaient, la République de Platon et donc on trouve un modèle, bon, disons grec, bon. Alors le status dont Hannah Arendt dit que la préfiguration est, la police platonicienne ou la politeia de Platon, le status, eh bien, est pourtant très différent de la Daoula telle qu'Ibn Khaldoun va la penser. Bon. Hannah Arendt nous dit que notre héritage politique, notre héritage, la manière dont on a pensé l'État est un héritage romain. Un État, ça vient évidemment de status. Et le statut, c'est ce qui ne change pas. Le statut, c'est ce qui demeure encore et toujours. Hein, les institutions sont, d'une certaine façon, permanentes. Hein. Elle va penser le statut à partir de trois concepts, la religion, l'autorité, la tradition. Donc, on voit bien déjà que dans l'idée de statut, dans cette permanence et cette invariabilité hein, de l'institution, il y a une coupure avec la nature. On est très loin de ce qui change, de ce qui est cyclique, etc. La deuxième rupture par-delà, ce commencement, romain dont, pour Hannah Arendt, Platon, est le préfigurateur. Le deuxième coupure, on sait avec l'État moderne, vous voyez, si vous le prenez le texte de Benjamin Constant de La liberté des anciens comparé à celle des modernes, on s'aperçoit que, la république, la démocratie représentative, la république des modernes, eh bien, elle signifie qu'il faut accorder à certains, hein, le pouvoir de s'occuper des affaires de l'État pour laisser aux autres le soin de travailler et au fond, d'exploiter la nature, hein. Donc le soubassement de l'État moderne, c'est vraiment cet extractivisme, cet accaparement des ressources naturelles. Donc là, évidemment, dans cette construction, politique et de l'État, il y a un véritable hiatus et un mal très profond qui est au cœur, du mal écologique, que nous affrontons. Alors, chez Ibn Khaldoun, hein, dans le livre des exemples, hein, et dans la Muqaddimah, eh bien, on va trouver, tout autre chose, hein. D'abord, on a, donc le terme c'est daoula, hein, et donc il va nous en donner une définition, hein, et donc une définition, organique, hein, c'est-à-dire, végétale, hein. Le monde, est comme un jardin, hein, dont l'état, hein, est la haie ou la clôture, hein. El-Alam, hein, kabustan wa siyaju, ad-daoula, hein. Et donc, là, on trouve ce qui est quand même assez une toute autre image, hein, et donc derrière une toute autre définition de l'État, en fait, c'est une interdépendance, bon, du pouvoir de l'argent, de la loi, de l'impôt. Bon, voilà, il y a toute une définition extrêmement riche de l'État. Mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, bah, c'est justement cette image organique et l'État, contrairement au statut, bien, il vit, hein, il naît, il vit et il meurt. Et donc là, on a une forme d'État qui n'est pas déconnectée, au fond, du vivant, hein, comme il peut l'être, au fond, dans la pensée, me semble-t-il, qui, s'inscrit dans cet héritage romain dont nous avons parlé. Alors, si on doit comprendre cette daoula, cette image organique, il faut cette société urbaine, hein, ou ce monde habité urbain, la daoula, est est inséparable de son opposé, hein. Il coexiste avec son opposé, hein, qui est le monde habité bédouin, hein, c'est-à-dire au fond une vie sans État, hein. Et donc là aussi, dans cette vie sans il faut comprendre, je veux dire, il faut comprendre les 2, hein, pour comprendre, la vie, dans l'État, pour comprendre ce qu'est la daoula. Alors cette société non étatisée, hein, au fond, là aussi, hein, porte l'empreinte, si l'on veut, de la nature. Au sens que, bon, la société donc bédouine, hein, est structurée donc là, c'est extraordinaire parce qu'on est dans une là, chez on est dans ce que Pierre Clastre appelle une société sans État, hein. Mais la différence de Pierre Clastre, Ibn Khaldun va penser à la fois l'État, la société sans État et la relation qui existe entre la société sans État et la société avec l'État. Bon. Et là, il y a toute une pensée écologique plus ou moins à penser, hein, et qui reste à penser au cœur de toute cette très riche théorisation. Alors, dans la société sans État, on trouve ce qu'on appelle l'Essabiya. C'est très connu, c'est ce que Slan a traduit par esprit de corps. Alors, on peut appeler ça la solidarité. En tout cas, il y a un lien qui fait la société sans État. Mais ce lien est inséparable de ce qu'on appelle l'environnement, et en particulier l'environnement désertique. La société sans État vit aux confins de l'État, à la périphérie de l'État. Et au fond,
plus la vie devient âpre et plus les hommes, bien, cultivent toutes les vertus. Pour Ibn Khaldoun, c'est le bédouin, c'est l'homme du désert, hein, c'est l'homme au chameau qui atteint toutes les excellences, hein. La sobriété, irtidal, la noblesse, ash-sharaf, hein, ash-shaja'a, le courage, et cetera, l'hospitalité non moins. Et donc on voit bien que, au fond, le lien social, ce qui fait l'individu, son rapport aux autres hommes, est inséparable de la relation au milieu, hein. Il y a pour pardon, il y a un penseur japonais qui s'appelle, Watsuji, hein, qui dans Fudo parle d'une entente désertique, d'une entente du désert. Il y a 3 types de milieux, le milieu de la prairie, le milieu de la mousson et le milieu du désert. Ben, finalement, chez Ibn Khaldoun, on trouve cette entente du milieu désertique. C'est-à-dire qu'au fond, si on peut lire Ibn Khaldoun comme cette, manière d'articuler la pensée de la société à ce qui l'entoure. Plus l'homme va dans le désert, plus il est confronté à des conditions âpres et rudes, et plus il cultive les vertus qui sont les siennes. Bon. Alors tout cela, eh bien, n'est pas en rapport avec la vie dans l'État. Dans l'État, quand l'homme continue de garder, hein, la mémoire de cette vie désertique avec laquelle il a rompu, eh bien finalement, on est au moment où la vie dans l'État est comme un jardin, hein. Il y a d'un côté la vie dans le désert, de l'autre côté ce jardin de l'État, et pour que, la vie dans l'État atteigne sa perfection, il faut que cette vie désertique et toutes ses vertus ne soient pas oubliées et qu'elles demeurent dans la mémoire des hommes, transposées au fond dans la culture. Donc l'idée, on peut à mon avis, enfin, Ibn Khaldun, on n'a jamais pris toute la, enfin, je pense qu'en en Europe, on n'a pas assez pris la mesure de l'extraordinaire fécondité, l'extraordinaire richesse d'Ibn Khaldun, et donc on peut prolonger sa pensée peut-être au-delà même de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'au fond, ben, ce qu'on trouverait dans la poésie, dans le soufisme, ce serait la mémoire de cette vie du désert, de cette écologie du désert, mais transposée dans la culture, hein. Et au fond, quand, cette vie du désert, cette écologie n'est pas oubliée, eh bien la vie politique, hein, peut être à ce moment-là, préservée. On évite encore la décadence, hein. Et vous voyez, on se trouve ici dans une situation qui est assez proche de notre époque. C'est-à-dire qu'il faut, différer, hein, l'oubli de ce passé pour conserver un avenir, hein. Au fond, de manière différente, mais néanmoins analogue, hein, il y a dans cette pensée d'Ibn Khaldun quelque chose qui converge vers notre présent. Alors, la pensée de Descola est très souvent mobilisée aujourd'hui, hein, à peu près partout dans le monde. Donc voilà, alors, Descola, par-delà la littérature, ne parlait pas de la culture arabo-musulmane. Un peu plus dans les formes du visible, hein, de 2021, donc qui s'intéresse à l'art. Et donc, voilà, j'avais envie de m'interroger et d'interroger Descola, par rapport à tout cet héritage, arabo-musulman. Bon. Alors chez Descola, on trouve 4 modèles, hein, donc il y a, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y a un modèle donc qu'on appelle animiste, un modèle naturaliste, un modèle totémique et un modèle analogique. Bon. Le modèle animiste, c'est cette idée qu'au fond, qu'il y a une sorte de continuité des esprits. Par exemple, un homme peut être habité par un esprit, mais qu'il y a une discontinuité des corps. C'est-à-dire que c'est diamétralement opposé au modèle naturaliste qui est le nôtre. Dans le modèle naturaliste, au fond, il y a une sorte de continuité, hein, des physicalités, et par contre, il y a une différence et une discontinuité des intériorités, hein. Dans le modèle totémique, il y a une sorte de continuité, d'identité des physicalités, d'identité de continuité, des intériorités. Et dans le modèle analogique, on a des différences au niveau, des physicalités, hein, et des différences et des discontinuités, et des différences et des discontinuités des intériorités. Bon, alors on pourrait, assez facilement, ce que ne fait pas l'islam, on pourrait, trouver, illustrer et trouver dans la culture arabo-musulmane, chacun de ces 4 modèles au fond. Bon, on pourrait trouver, on aurait pu parler d'un animisme avec, toute la pensée des djinns, avec, je pense au maraboutisme, au rite des Gnawa et des Aïssawa, qui a été étudié par Bertrand Hell dans un livre qui est extrêmement riche. Le naturalisme, c'est-à-dire notre dualisme, on pourrait le retrouver, eh beh, évidemment, parce qu'il y a toute une intrusion de la technoscience européenne, bon, qui a changé aussi le visage, des sociétés arabes. On pourrait trouver, alors là, l'analogisme, hein, parce que l'analogisme, à mon avis, ça remonte à Platon, Aristote, hein,
chez Platon, bah, la suressence est aux essences ce que les essences sont en réalité sensibles. Bon, ça, c'est quelque chose qui a fabriqué d'une certaine façon, toute la falsafa. Bon, on pourrait trouver aussi, le totémisme, hein, bah, Robertson Smith, qui a été très qui a écrit sur la religion des Sémites, qui a une grande importance, pour Freud, par exemple, parlait d'un sacrifice totémique dans, les religions, sémitiques. Bon, voilà. Alors, à la réflexion, il me semblait qu'il y a quelque chose qui était insuffisant. Bon, d'abord parce que, il y a qu'au fond, la pensée arabe-musulmane échappait à ce cadre-là, hein. La première idée, c'est que, pour une grande part, il me semble qu'il y a une pensée qui ne se réduit pas à l'ontologie, à quelque ontologie que ce soit, hein. Ça, c'est d'ailleurs une critique qui est parfois formulée à des scolas, c'est-à-dire de reprendre un terme expressément philosophique, c'est presque synonyme de philosophie, l'ontologie, pour penser des cultures qui ne sont pas philosophiques. Bon, alors évidemment, il y a une ontologie dans la falsafa, hein, on va mais il y a, une autre pensée, dans la pensée arabe qui ne se réduit pas à la falsafa et donc, que ce soit l'adab, que ce soit la poésie, il me semble qu'il y a une pensée, dans la culture arabe qui ne se réduit pas, hein, à une ontologie pour la il y a toute une pensée de la trace en particulier qui Erasme, il y a Atlal, bon, il y a toute une pensée de la trace qui remonte à la poétique de la Jaïliya, hein, qui, nous, conduit, dans une expérience du sens radicalement autre, hein. Cette pensée de la trace, c'est plutôt la trace disparaissante d'une absence, hein et donc il y a là quelque chose, l'air de rien, qui est extrêmement précieux, hein. C'est Heidegger qui va essayer de penser le retrait comme le trait propre de l'être, ce que l'Occident n'a jamais réussi à penser, ben, d'une certaine façon, on pourrait la trouver au cœur de toute une pensée arabe, hein. La pensée de la trace, on la trouve, dans un mythe que j'aime beaucoup, hein, chez Pline l'Ancien, le mythe de Dubitad, où Dubitad va, dessiner, tracer sur la roche, hein, le visage de l'aimé qui s'en va. Mais là, c'est la trace d'une présence. Ah, justement, dans la grande pensée arabe, on va trouver non pas la trace d'une présence, mais la trace disparaissante, d'une absence, hein. Là, je suis en train de lire, le livre de Salanati sur la théorie du Bayan chez El-Jahiz et à la fin, il analyse au fond, il arrive quand il étudie à un moment aussi les traces et ben, il arrive à quelque chose d'assez proche, même si à mon avis, il ne va pas jusqu'au bout, hein. Donc donc cette pensée arabo-musulmane ne serait pas une ontologie. Bon. La deuxième chose, c'est qu'on peut trouver toute une sémiotique, hein, qui, correspond là aussi à toute une interrogation contemporaine, toute une sémiotique qui ne rentre pas dans les 4 modèles de Descola. Cette sémiotique au fond, c'est une sémiotique du livre, hein. Quand on alors la question de la sémiotique, c'est quelque chose de fascinant aujourd'hui dans les philosophies écologiques, hein. On trouve par exemple chez Edward Ocon dans Comment pensent les forêts, cette idée il y a 3 types de langage dans la forêt. Bon, il y a le vivant est un signe interprété par les autres vivants. Bon, cette idée que le vivant est un signe interprété par les autres vivants, eh bien, on peut la trouver dans toute la pensée de l'Adab, hein, dans toutes sortes de même chez Ibn al-Muqaffa, et cetera. C'est-à-dire, au fond, il y a cette idée que, qu'au fond, le vivant est un signe pour l'homme qui va essayer de trouver le sens caché de ce qui est. Et le monde lui-même, hein, est comme un livre, hein, qui, va dégager le sens caché de ce qui arrive. Cet emboîtement du livre du monde et du monde comme livre, par exemple, on le trouve, dans le Kalila Wadimna, hein. C'est-à-dire qu'au fond, à chaque fois que vous avez une fable, eh bien, la fable suivante va vous donner le sens caché de la fable que vous venez de lire. Mais ce qu'on trouve dans ce livre, hein, qui ne cesse de se déployer à l'infini, comme les mille et une nuits, eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la nature. Si on conçoit la nature, le terme nisba en arabe, c'est évidemment, ça veut dire justement, c'est je l'analyse comme étant un signe naturel. Eh bien, les événements ont aussi une face apparente, mais au fond, le sens caché des événements, nous ne le connaissons pas. Et ce sont les événements à venir qui vont dégager un certain sens caché de ces événements qui sont lisibles, hein, initialement, mais dont nous ne connaissons pas le sens caché. Donc on trouve ici, vous voyez, de façon extraordinaire, pour moi c'est une idée absolument fascinante et d'une vérité profonde, on trouve dans la grande culture arabe toute une sémiotique, et une sémiotique du vivant, une sémiotique infinie, une sémiotique du livre, qui me semble correspondre à un autre modèle de pensée que ceux répertoriés par Philippe Descola.
qu'on fait, c'est en général, on fait ça quand on arrive au bout, j'espère que c'est pas le cas concernant. Bon, alors, en fait, au départ, moi, il y a plusieurs choses. La 1re chose et c'est pour ça qu'aussi que la question de l'hospitalité, prend tant de place dans mes réflexions et dans mon livre, c'est que j'ai rencontré, très jeune, hein, en faisant des voyages, ben, une expérience que je trouvais qui m'a marqué à vie, quoi. C'est l'expérience très simple de l'hospitalité qu'on vous accorde et qu'on ne rencontrera jamais, en Occident, hein. On vous invite, à manger, à dormir, d'une façon, extraordinairement généreuse, hein, et ça m'a profondément touché. Et donc c'était une des raisons, bon, il y a d'autres raisons, mon épouse est d'origine arabe, et puis il y a des raisons philosophiques, en fait. Une raison philosophique majeure au départ, c'était que, j'étais marqué par la phénoménologie, notamment entre autres par la pensée de Martin Heidegger, qui faisait toute une réinterprétation de l'histoire de la philosophie, et dans cette réinterprétation, il laissait aucune place à toute la métaphysique arabe, où il y avait 3 lignes sur Avicenne, et il m'a semblé que cette édition, était assez incroyable. Donc, j'ai commencé à m'interroger, mais j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait vraiment un corpus, des livres, mais un continent à explorer et qui est très loin d'avoir été défriché, aujourd'hui, quoi. Et ces 2 raisons, bah, elles se sont rencontrées, et puis, toutes les domaines d'interrogation ont fini par faire que, ben, il y a des liens qui sont faits entre tout ça. Voilà, pour aller très vite.